Bon, bonjour, je vous propose peut-être de démarrer ce webinaire qui est prévu de 10h30 à midi. Bienvenue à tout le monde. Je me présente, je suis Anne-Laure Federici, déléguée générale du RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui est donc un des coporteurs du programme Tresson, que je présenterai rapidement tout à l'heure, puisque donc ce webinaire est organisé dans le cadre de ce programme Tresson. Quelques consignes rapides, mais bon, je pense que maintenant, vous êtes nombreux à avoir l'habitude malheureusement de ces webinaires et de ces réunions en visio. Donc voilà, donc je vous demande de couper le son et la caméra quand vous n'intervenez pas. Et par contre, donc n'hésitez pas à utiliser le module donc converser ou chat selon les versions de votre Zoom pour vous présenter comme on fait maintenant, et puis pour indiquer que vous souhaitez, quand vous souhaitez prendre la parole, poser des questions ou envoyer un message aux intervenants ou aux participants. L'idée de ce webinaire, c'est vraiment aussi de partir de vos questions, de vos pratiques. Donc, on aura trois intervenants pour aborder donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, Patricia Andriot, qui est élue à la communauté de communes en Haute-Marne, Aubray, Vingeanne et Mont-Saugenet, et vice-présidente du RTES. Je ne sais pas, Patricia, si tu veux allumer. Bonjour à tous. La caméra. Parfait, bonjour. Bonjour Patricia. Quentin Dupetit, qui est donc chargé de mission à la Fédération nationale des CUMA, donc coopérative d'utilisateurs de matériel agricole. Bonjour à tous. Bonjour Quentin. Et Éric Rossi, qui est délégué général du réseau Famille Rurale. Je corrige Anne-Laure, je suis conseiller Europe, territoire et collectivité. Pardon, conseiller collectivité. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges, conseiller collectivité de famille rurale. Voilà, écoutez, merci à vous d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Alors, peut-être simplement en préalable, pourquoi est-ce qu'on a choisi de s'intéresser à ce sujet dans le cadre de ce programme Tresson ? Un premier constat, c'est que les relations entre collectivités locales et acteurs de l'économie sociale et solidaire ont connu une profonde transformation depuis une vingtaine d'années, avec la réforme des règles budgétaires de l'État, avec les transferts de compétences, des réorganisations des compétences entre collectivités locales et État, avec les contraintes budgétaires et la réglementation européenne. Et donc, tous ces facteurs ont conduit à d'importantes modifications, avec en particulier une augmentation du recours à la commande publique qu'on verra, et puis un certain nombre de conséquences dont les principales sont la fragilisation des initiatives citoyennes et une moindre capacité des associations à être porteuses d'initiatives, et puis le développement d'une relation un peu commanditaire, prestataire, entre acteurs de l'ESS et collectivités locales. Mais par rapport à cette évolution qui pouvait sembler un peu inéluctable, même si de nombreux acteurs et collectivités essayaient de s'imposer, en fait, on a plusieurs facteurs qui aujourd'hui témoignent sans aucun doute d'un changement de cette évolution. Le premier facteur, c'est l'inscription de la subvention dans la loi de 2014 qui a permis de sécuriser juridiquement la subvention. Le deuxième facteur qu'on peut identifier, mais on en discutera, c'est sans aucun doute la prise de conscience qui a été accélérée par la crise du Covid, de la pertinence de l'économie sociale et solidaire pour répondre aux enjeux du développement des territoires, et aussi la prise de conscience que ce développement des territoires ne se fera pas sans coopération entre les différents acteurs. Troisième facteur qui peuvent témoigner de l'actualité de la question, c'est les dernières élections municipales où on a vu vraiment un peu le mouvement un peu de fond autour de la co-construction, de la volonté de développer des réponses
en tout cas de la prise de conscience que personne n'avait seul les réponses face aux complexités des crises et la volonté d'un certain nombre d'équipes municipales d'instaurer de nouvelles relations avec les acteurs du territoire. Et puis, très, très récemment, un dernier signe, une tribune dans le journal du dimanche de ce dimanche, qui a été signée par une centaine de responsables d'associations. Ça va et toi? Ah, il y a un peu mieux. Je vais désactiver voilà, les micros. Hein. Merci vraiment de désactiver vos micros. Et donc, un dernier facteur, une tribune donc, dans le journal du dimanche qui a été signée par une centaine de responsables d'associations, d'entreprises et d'élus et qui s'intitule « Allions nos forces pour l'intérêt général ». Et avec donc l'objet de cette tribune de défendre des partenariats entre associations, entreprises, pouvoirs publics et citoyens. Et donc, cette tribune impulsée notamment par le Rameau et par une députée et un projet de loi qui vient d'être déposé sur le bureau de l'Assemblée qui met en évidence justement les carences de la législation pour ces formes de coopération entre acteurs privés non lucratifs et acteurs publics. Alors, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du programme Tresson. Donc, notre optique aujourd'hui est la question des contractualisations, notamment en milieu rural. Alors, ce programme Tresson, c'est un programme donc, qui est lauréat de l'appel à projet mobilisation collective pour le développement rural, qui donc un programme porté par le réseau rural national et sur des fonds européen, dont vous avez les partenaires financeurs. C'est un programme donc coporté par l'AVIS et le RTES avec de nombreux partenaires, dont Famille Rurale et la FNCUMA qui sont invités à ce webinaire. L'objectif de ce programme Tresson, c'est de mettre en évidence les apports de l'ESS au développement des territoires ruraux et les conditions de développement de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc vous avez une rapide présentation du programme Tresson. Vous trouverez vraiment toutes les informations sur le programme pour ceux que ça intéresse sur le site de l'AVIS et sur le site du RTES, avec notamment une lettre électronique à laquelle vous pouvez vous abonner pour ne rien rater des actualités du programme Tresson. Donc, un des éléments issus des travaux du programme Tresson donc, qui est en cours, c'est le travail qui a été mené pour voir comment est-ce qu'on pouvait développer de nouvelles dynamiques territoriales. Et une des conditions qui est apparue, en tout cas une condition et une conviction partagée, c'est l'importance de la coopération. L'importance de la coopération entre acteurs et collectivités locales et entre collectivités locales. Et l'hypothèse, sans doute, dont on discutera aussi, c'est que cette coopération est sans doute encore plus nécessaire en milieu rural, mais on y reviendra. Donc aujourd'hui, lors de ce webinaire, donc qui fait partie d'un cycle de webinaires et de travaux, on va s'attacher plus particulièrement à la question des modes de contractualisation entre collectivités locales et acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec donc dans un premier temps une rapide approche juridique des différents modes de contractualisation et des spécificités de ces modes, que ce soit donc la subvention, l'appel d'offres, la délégation de services publics. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on verra donc avec le regard de nos intervenants, avec l'analyse et les retours d'expérience, comment est-ce qu'on peut co-construire des réponses aux besoins des territoires et en mettant en évidence donc des points d'appui, des points de vigilance sur d'autres façons de faire pour favoriser donc la construction de réponses communes. Voilà, donc comme je vous disais, n'hésitez pas à vous présenter et à poser des questions dans le webinaire. Vous ne voyez pas la diapo? Ah, non, vous ne voyez pas la diapo? Moi, je la vois. Je pense que c'est un problème. Je la vois aussi. Hein. Ah bon? C'est un problème chez Laurence. D'accord, très bien. OK.
Ok, donc oui, n'hésitez pas parce que on a un œil en même temps sur le fil de discussion et donc on pourra prendre vos questions au fur et à mesure, voilà, pour nos intervenants. Alors, donc dans un premier temps, donc on va voir rapidement les différents modes de contractualisation. Alors, comme je disais, c'est illustré par ce graphique, une tendance un peu de fond qui est donc une tendance à la baisse générale de la part des subventions dans le budget, donc notamment des associations, et par contre donc une hausse de la commande publique. Alors, donc les couleurs, c'est un agrandissement d'un schéma donc, qui est issu de travaux donc, menés par Viviane Tchernonog et Lionel Proutot dans le paysage associatif et qui donc illustre cette augmentation des ressources privées des associations et donc notamment de la participation des usagers, passé de 22% de 22% en 2008 à 42% en 2017. Et puis, donc, une baisse de la part de subventions, passée de 34% à 20% du budget des associations, et une augmentation donc, de la part de la commande publique de 11 à aujourd'hui 24%, donc environ un quart du budget des associations aujourd'hui est issu de la commande publique. Et avec donc comme également conséquence mise en évidence dans cette étude très intéressante qui est la baisse du nombre des associations moyennes. En fait, ces évolutions des financements ont induit une pression, notamment sur les associations de taille moyenne, qui ont vu la baisse de en nombre et en poids économique et en termes de nombre d'emplois. Mais pour donc cette tendance un peu générale a conduit à inscrire la subvention dans la loi 2014. En fait, jusqu'ici, la subvention ne bénéficiait pas d'existence légale et donc c'était simplement la jurisprudence qui permettait de définir ce qu'était la subvention. Et donc, difficulté du côté notamment des services juridiques des collectivités locales d'avoir des textes un peu de référence concernant la subvention. Autant le code des marchés publics est toujours très cadré, autant la subvention, c'est uniquement la jurisprudence. Et donc, on a été plusieurs, enfin, les mouvements associatifs, le RTES et d'autres, à pousser pour que la subvention soit définie dans la loi de 2014. Et donc, aujourd'hui, la subvention est définie dans la loi de 2014, définie par le fait qu'il s'agisse de contributions facultatives qui sont justifiées par un intérêt général et que les actions qui sont financées doivent être initiées, définies et mises en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Donc, l'initiative côté association et également, donc, autre point important, les contributions, donc les subventions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées qui répondent aux besoins des autorités qui les accordent. Donc aujourd'hui, la subvention est définie dans la loi. Elle a été comment dire, prolongée, enfin précisée par la circulaire de 2015, la circulaire Valls, qui réaffirme donc la subvention comme un mode de coopération et de partenariat privilégié entre les associations et les pouvoirs publics. Et cette circulaire Valls est aujourd'hui encore un point d'appui important parce qu'il y a notamment un certain nombre d'exemples types de conventions qui sont proposées dans cette circulaire Valls. Et donc pourtant, on a donc dans le même temps un recours au marché public croissant, une surtransposition des réglementations européennes et notamment quelques idées reçues
sur le fait que la subvention ne serait pas contrôlable, voilà, ce qui n'est pas vrai, que le marché serait plus sûr juridiquement, alors qu'il y a beaucoup plus de recours de marché que de recours contre les subventions, et que la subvention serait plus chère que le marché public. Enfin, on ne va pas détailler, sauf si vous le souhaitez, mais en tout cas, on a encore aujourd'hui, au sein des collectivités locales, certaines de ces idées reçues qui circulent. Donc, deux points principaux par rapport à la question de la subvention. Le fait que donc il n'y a pas de contrepartie directe qui peut être demandée par la personne publique, sinon on est dans le cadre de la commande publique, et que c'est l'association qui doit être à l'initiative du projet. Et avec, on voit une difficulté qui apparaît souvent, c'est que la distinction entre l'initiative de l'association et l'initiative de la collectivité locale n'est pas toujours évidente, et c'est, je pense, un des points dont on discutera tout à l'heure. Là, l'idée, c'est de présenter un rapide panorama. Alors, un autre point très important, c'est la compatibilité entre la subvention et la réglementation européenne. Donc là aussi, c'est vraiment très, très rapide, mais en tout cas, deux grands principes de la réglementation européenne sur le principe de transparence, d'égalité de traitement et de non-discrimination, et puis sur le principe général d'interdiction des aides d'État, des aides publiques aux entreprises, étant entendu que entreprise, c'est toute structure qui exerce une activité économique sur un secteur concurrentiel ou potentiellement concurrentiel. Donc, le principe d'interdiction des aides d'État aux entreprises qui leur donnerait un avantage comparatif, mais un certain nombre de dérogations possibles, et notamment donc, dans le règlement général d'exemption par catégorie, que ce soit par exemple par rapport aux aides dans le domaine de la culture, mais aussi toutes les aides à finalité régionale qui concernent donc plus particulièrement le développement en milieu rural. Même pour des entreprises, même pour des structures qui ont une activité économique hors régime de dérogation, il est possible d'accorder des subventions en respectant donc la règle des minimi, donc des subventions jusqu'à 200 000 € sur 3 ans sans aucune justification, et des subventions qui peuvent monter jusqu'à, sans aucune justification, par rapport aux règles d'État. Bien sûr, il y a une convention au-dessus d'un certain montant, mais en tout cas, possibilité de subvention jusqu'à 200 000 € sur 3 ans et 500 000 € pour un SIEG. Alors, SIEG, c'est donc un service d'intérêt économique général. C'est la possibilité pour la collectivité peut qualifier de SIEG certaines activités de son territoire. Par exemple, l'accompagnement à la création d'activités ESS, la petite enfance, la collecte et les réemplois de textiles, pour prendre quelques exemples de SIEG qui ont été définis par les collectivités. Cet SIEG permet que le domaine d'activité ne soit pas dans le cadre de la commande publique. Il y a une possibilité, mais pas d'obligation, de lancer un appel public à proposition. Et donc, il y a une convention qui précise les missions d'intérêt général de la structure financée et le financement de ces missions d'intérêt général. Donc, SIEG et subventions n'ont rien d'autonomie, comme le rappelle la circulaire de 2015. Un schéma récapitulatif sur ce sujet. Le point important par rapport à la réglementation française sur les subventions et les marchés publics, c'est qui est à l'initiative du projet. Est-ce que c'est la structure qui est à l'initiative, qui propose à la collectivité locale une action, un projet, ou est-ce que c'est la collectivité qui, pour ses besoins, indique qu'elle souhaite, par exemple, avoir sur son territoire
la construction d'un bâtiment ou le portage de repas à domicile. Donc, c'est l'initiative de la collectivité de la structure qui détermine principalement si on relève de la commande publique ou de la subvention. Alors, il y a une question qu'on peut peut-être prendre tout de suite, c'est est-ce que les tiers-lieux sont considérés comme des entreprises? Peut-être que Eric, sur ce sujet, puisque dans le cadre du programme Famille rurale, Portail, vous avez notamment une action autour de la création de tiers-lieux en milieu rural. Est-ce que tu souhaites répondre à cette question? Oui, de manière rapide, je dirais que ça dépend de la nature du porteur et de la nature de l'activité. Parce qu'en fin de compte, tiers-lieu, donc c'est quand même une notion très générique, très un peu fourre-tout, dans laquelle il y a plein de réalités différentes. Donc c'est vrai qu'il y a par exemple des tiers-lieux qui sont très entrepreneuriaux, à dimension peut-être de coworking, de vente, location d'espace, donc avec des activités, je dirais, à dominante commerciale. Donc celles-là, elles pourraient être, si elles étaient portées par des structures, sociétés commerciales, elles peuvent être encore que certaines sociétés commerciales depuis la loi ESS de 2014 qu'évoquait Anne-Laure tout à l'heure. Certaines entreprises sont agréées entreprises solidaires d'utilité sociale, agrément ESUS. Donc celle-là, elle pourrait être qualifiée plutôt d'entreprise sociale. Après, des tiers-lieux peuvent être portés par des collectivités, par des associations. Donc, par rapport à ça, il y a une diversité de situations locales. Après, si on s'en tient aussi à la notion européenne d'entreprise, elle est extrêmement large parce que la notion européenne d'entreprise renvoie à une activité économique sur un marché, quelle que soit la nature juridique de la structure. Donc là, par rapport à ça, même si vous êtes une association qui porte un tiers-lieu et qui a une offre de service, vous pouvez être considéré comme une entreprise. Oui, tout à fait. Mais par contre, une même structure peut porter des activités économiques et des activités non économiques, et c'est souvent le cas. Et donc, les activités non économiques peuvent bénéficier de financement ou de missions d'intérêt général par la collectivité. Et donc, de toute façon, quel que soit le type d'activité, le type même si c'est une activité économique, il y a une possibilité d'aide en respectant donc la règle des minimis. Je pense qu'il est important de pas. Je reviens, peut-être dans le débat, on ira là-dessus tout à l'heure, mais faut différencier l'activité économique de la lucrativité. Ouais. Donc, je pense que c'est important à ce moment-là de pas non plus exclure non plus les associations du champ économique. Ce sont des acteurs économiques, mais d'intérêt général, d'utilité sociale. Et la question de la lucrativité, on reviendra dessus, du profit, ça c'est une autre dimension. Je pense que peut-être, Anne-Laure, tu reviendras dessus. Oui, tout à fait, on peut entrer dans le cas du débat. Alors, le webinaire est bien enregistré, hein, j'ai oublié de le prévenir d'ailleurs. Le webinaire est enregistré et on vous enverra le support de présentation après, vous pouvez le revisionner. Donc, effectivement, il y a activité économique, intérêt lucratif ou non lucratif. Donc, on a vu là le cadre général, enfin très rapidement, de la subvention et la possibilité donc pour une collectivité de définir des services d'intérêt économique général. Il y a également donc la commande publique qui donc elle obéit à des règles propres. Donc la commande publique, le principal critère, c'est le fait que c'est la collectivité qui décide pour ses besoins, l'achat de biens ou de services. Alors, le volume, c'est un enjeu très important aujourd'hui pour le développement d'une économie plus solidaire, puisqu'on a environ 90 milliards d'euros de marché public
en 2018 et que donc il y a un enjeu à orienter ces marchés, il y a un enjeu à ce que ces marchés publics prennent en compte d'autres critères que le simple critère du prix et donc du moins-disant social. Il y a un cadre aujourd'hui qui permet un cadre et des objectifs ambitieux, puisqu'il était prévu qu'en 2020, on ait un quart des marchés de plus de 90 000 € qui comprennent au moins une disposition sociale et 30% des marchés au moins une mesure environnementale. On en est très loin aujourd'hui, mais ces objectifs sont toujours sont toujours des objectifs qui sont affichés au national au moment où le plan national d'achat pour le développement durable est renégocié. La commande publique permet un certain nombre de dispositifs, intègre un certain nombre de dispositions pour faciliter l'accès des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qu'elles soient associatives ou autres, mais qui ont une activité économique, à ces marchés publics. Donc là, une présentation très rapide, mais vous aurez donc notamment sur le site du RTES, puisque là c'est extrait d'un point de repère sur le marché public, des éléments précisants, et puis on organise régulièrement des temps de formation sur ce sujet. Il y a possibilité dans les marchés publics d'intégrer des exigences sociales ou environnementales, que ce soit dans les conditions d'exécution du marché ou dans les critères d'attribution. Il y a une possibilité d'utiliser des labels, par exemple le label agriculture bio, le label Max Havelaar pour le commerce équitable. Donc, les labels peuvent être complètement intégrés dans ces marchés publics. Il y a également donc la possibilité d'intégrer la notion de cycle de vie pour l'achat d'un produit. Donc ça, c'est un premier volet important des dispositions des marchés publics. Deuxième point, et qui est une innovation, qui est quelque chose qui a été intégré récemment dans le code de la commande publique, c'est la possibilité de marchés réservés pour les structures d'insertion par l'activité économique et pour les structures embauchant des personnes handicapées. Donc pour les personnes handicapées, c'était déjà le cas avant la réforme du code, mais depuis 2016, c'est possible également pour les structures d'insertion par l'activité économique. Donc, c'est des marchés réservés. Ne peuvent répondre à ces marchés que des structures d'insertion par l'activité économique ou des structures embauchant des personnes handicapées. Et ça, quelle que soit l'activité du marché, quel que soit l'objet du marché. Il est également possible de réserver des marchés aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais là, c'est dans le cadre de marchés dont l'objet est beaucoup plus défini et précis. Donc, il y a relativement peu de marchés et aujourd'hui, il y a relativement peu de marchés réservés à l'économie sociale et solidaire. Autre possibilité, les achats innovants, le partenariat d'innovation et l'expérimentation d'achats innovants qui permet des marchés publics davantage sur un mode de coopération, en tout cas sans recourir à une mise en concurrence systématique des acteurs. Donc, c'est des marchés publics sans publicité et mise en concurrence préalable, avec donc une expérimentation aujourd'hui des achats innovants pour des montants inférieurs à 100 000 €. On a également, donc ça vraiment, je vous invite à voir sur le site du RTES pour plus de précision. Et donc, on a également de façon générale une simplification des procédures qui n'est pas spécifique aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, les achats innovants non plus, qui a comme objectif de faciliter l'accès aux petites entreprises. Et donc, c'est notamment l'importance d'allotir des lots, donc de prévoir des lots différents, pas un marché important, mais plusieurs lots distincts. La dématérialisation, des exigences réduites du côté des structures qui candidatent, et puis surtout une dispense de procédure pour des marchés dont la valeur est inférieure à 40 000 €. Et à noter que ce montant a été augmenté à 100 000 € jusqu'en décembre 2022.
Il avait été dans un premier temps augmenté à 70 000 € dans le cadre de la crise du Covid, et là, il vient d'être augmenté à 100 000 € jusqu'en décembre 2022. Donc, pour ces marchés inférieurs à 100 000 €, que ce soit des marchés de travaux, des marchés d'alimentation, puisque ça a été aussi un autre cas, ou autre, il y a une dispense de procédure de marché public pour ces marchés, et donc des possibilités de marché de gré à gré. Autre facteur très important sur cette commande publique, mais voilà, qui est un des éléments, c'est l'importance de connaître les acteurs de son territoire et de systématiser un petit peu le sourçage par rapport aux acteurs en capacité de répondre aux besoins de la collectivité locale. Et puis, les collectivités peuvent également favoriser les réponses collectives au travers, par exemple, des groupements temporaires d'entreprises, et puis surtout, accompagner les réseaux d'acteurs et les fédérations qui jouent un rôle important de formation et d'accompagnement des structures de leur réseau pour être en capacité de répondre à la commande publique. Dernier mode, donc on a vu la subvention, les marchés publics donc via les appels d'offres. On a donc un troisième mode qui est important, Eric en parlera, c'est la délégation de services publics. Donc dans le cadre de la délégation de services publics, on a donc la délégation de services publics se caractérise par, c'est la collectivité qui est à l'initiative, elle confie l'exécution d'un service public à une structure. À la différence du marché public, le risque financier est assumé par exemple, l'association, et donc la rémunération est assurée par le résultat de l'exploitation du service. À la différence d'un marché public où le marché est payé à la structure, voilà, quel que soit, donc il n'y a pas de risque financier pour la structure. Depuis 2016, la délégation de services publics est soumise à un certain nombre d'obligations, et notamment obligations de publicité et de mise en concurrence. Mais par contre, à la différence, là aussi, du marché public, la collectivité a le libre choix dans la décision sur la structure délégataire. Donc, la procédure de choix est beaucoup plus souple que dans le cadre du marché public, où on doit respecter un certain nombre de critères de notation des différents critères. Là, la collectivité n'a pas à justifier son choix de délégation de service public. Voilà, très rapidement, l'idée, c'était vraiment de brosser un panorama assez rapide pour rappeler le cadre, et pour aussi pouvoir sortir du cadre quand il le faut. Peut-être, Eric, parce que c'est un sujet au sein de Réseau Famille Rurale auquel vous êtes confrontés, enfin, par les différentes structures composant Famille Rurale. Voilà, quel est un peu ton regard sur cette très rapide présentation, les évolutions que tu vois depuis une vingtaine d'années que tu travailles maintenant dans le domaine? Merci Anne-Laure de ce panorama très complet, très rapide. Donc, pour ceux qui ne sont pas initiés, ça montre tout de suite le poids du droit sur ces relations. Donc ça, je trouve que c'est un élément marquant, parce que pour moi, donc depuis une vingtaine d'années, il y a un peu deux mots-clés, c'est sécurisation juridique, sécurisation économique. Et je vais un peu m'expliquer en revenant sur les différentes phases. Tu as évoqué un peu l'historique. Mon propos, il ne vaut que, il se restreint bien sûr au milieu rural et dans toute sa diversité. Donc, moi, je représente le réseau Famille Rurale, donc depuis une bonne vingtaine d'années, je suis ces questions de mise en place d'actions, de projets et de soutien de ces projets associatifs par la collectivité, donc des relations entre les associations et les collectivités, qui ont, Anne-Laure l'a dit, se sont complexifiées, quelquefois se sont tendues en fonction des périodes. Et donc, mon propos, il ne vaut que pour le milieu rural, il vaut aussi principalement pour les besoins sociaux, les services à la population. Je pense beaucoup à la petite enfance, l'enfance, la jeunesse,
les personnes âgées, voire la mobilité. Donc, ces secteurs-là qui sont couverts beaucoup par les associations en milieu rural. Et je parle plutôt au nom des associations et moins pour l'ESS, en sachant que au sein de l'ESS, c'est les associations qui ont le poids le plus important en termes d'activité et d'emploi. J'aime à rappeler que pendant des décennies, quasiment jusqu'aux années, au début des années 80, où il y a les premières lois de décentralisation, en milieu rural, les associations étaient un peu seules pour répondre aux besoins sociaux. Donc, elles étaient forcément à l'innovation, voilà, donc à la création et à l'initiative. Ce critère décisif, donc à l'initiative des projets pour répondre aux besoins sociaux. Donc, tout ce qui est aujourd'hui devenu service d'intérêt général, voire services publics locaux, à l'origine, c'était beaucoup des associations qui ont porté ça. Ben, je vais citer les garderies rurales, les ruches, les crèches parentales, tout ce qui est transport scolaire, qu'on appelait à l'époque ramassage scolaire, l'aide à domicile, le portage de repas. À l'origine, c'est beaucoup des associations qui ont créé ça. Donc, dans les années 80, les politiques locales commencent à se constituer, à émerger, voilà, avec la décentralisation. Et donc, c'est un peu, je dirais, l'âge d'or des subventions, en sachant que, Anne-Laure l'a rappelé, les subventions sont restées longtemps comme un régime très fragile parce que non inscrit dans la loi jusqu'aux années 2000. Donc là, on a des associations qui répondent aux besoins et qui sont soutenues massivement par la collectivité. Et en fin de compte, dans les années 2000, il y a une vraie rupture qui va s'installer avec une conjonction de facteurs. Donc, c'est la contraction de tout ce qui est financement public, la raréfaction de tout ce qui est financement public. C'est aussi la montée en puissance des besoins sociaux et de la réponse aux besoins sociaux en milieu rural et l'arrivée de nouveaux opérateurs sur ce marché-là. C'est-à-dire qu'on a vu dans les années 2000, énormément de nouveaux opérateurs, notamment lucratifs, qui se sont mis sur les besoins sociaux en milieu rural. Et dans ces années-là, c'est les années où progressivement les associations vont rentrer sur tout ce qui est commande publique. Donc la commande publique va devenir le mode de relation dominant dans les années 2000. Et donc progressivement, donc la tendance va s'inverser. Les subventions vont progressivement se réduire au profit de la commande publique. Mais ça va avoir des effets, je dirais, durables sur les territoires, par rapport à notamment aussi l'évolution de la commande publique dans sa nature et dans sa taille. En milieu rural, depuis 10-15 ans, ce qu'on voit, c'est que la taille des marchés, la taille des délégations de services publics a augmenté. Et ça, c'est à mettre aussi en relation avec la recomposition des territoires et la montée en puissance des intercommunalités. C'est-à-dire que les intercommunalités sur un certain nombre de territoires ruraux ont repris les compétences sociales et donc par rapport à ça, se sont réappropriés ça et ont lancé des politiques très volontaristes en matière sociale. Et donc, on a eu des délégations de services publics, voire des marchés publics, même s'il y a un principe d'allotissement, qui ont augmenté dans leur taille. Aujourd'hui, sur des territoires, il n'est pas rare qu'il y ait un certain nombre de structures qui soient mises dans une délégation de services publics ou un marché et qui donc atteignent des tailles 800 000, 1 million d'euros et donc qui en arrivent à fragiliser le tissu associatif local. Alors, par rapport à ça, sur les effets, ce qu'on peut dire aussi par rapport à la présentation du cadre juridique, c'est qu'il y a des distorsions entre le cadre et la pratique. Parce qu'en pratique, il y a un certain nombre de zones grises, notamment, par exemple, sur le critère de l'initiative. On le voit, régime commande publique, initiative publique, régime de la subvention avec la circulaire Valls, initiative privée. Sur un certain nombre de territoires, la distinction n'est pas aussi facile à opérer et on est dans pas mal de cas sur l'initiative conjointe, c'est-à-dire un travail un peu commun entre la collectivité et des associations
Et donc, par rapport à un cadre juridique à trouver, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Après, ces dernières années, il y a eu aussi une sécurisation, une hyper-sécurisation par la DSP, la délégation de services publics et les marchés publics, qui ont une influence sur les conventions, le conventionnement classique avec la subvention. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé à avoir sur un certain nombre de territoires des conventions qui s'apparentaient plus à des cahiers des charges qu'à des conventions de partenariat, et je dirais même par rapport au cadre de la circulaire Valls. Alors, de manière un peu paradoxale, ces dernières années, donc il y a eu l'étape en 2010 de la circulaire Fillon, l'étape en 2015 de la circulaire Valls suite à la loi ESS de 2014, qui ont permis d'inscrire la subvention comme égale juridiquement à la commande publique. En même temps, ça n'a pas suffi à inverser les pratiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collectivités n'utilisent pas toute la palette et recourent encore massivement à la commande publique. Alors, par rapport à ça, deux remarques. Il y a une palette d'outils juridiques que Anne-Laure a présenté tout à l'heure. Derrière, il y a en fin de compte des possibilités de choix. On n'est pas toujours contraint juridiquement et il y a une possibilité de choix politique. Parce que derrière, le choix de la subvention, le choix de la commande publique reflète une vision du territoire et la place qu'on veut donner aux acteurs. Rien n'oblige forcément à des mises en concurrence, dans la mesure où il y a de l'initiative privée, de l'initiative associative. Et par rapport à ça, de la part des collectivités, il y a bien une question de choix politique de la place qu'on veut faire à l'ESS sur le territoire et aux associations sur le territoire. Et je pense qu'il y a un intérêt quand même à maintenir sur les territoires à la fois une mixité des modes de gestion, ne pas être que dans le marché, dans la DSP ou dans la commande publique ou que dans la subvention. Il y a un intérêt à mixer en fonction des domaines d'activité, en fonction de la nature des acteurs locaux. C'est un choix qui peut être utile. Pourquoi? Parce qu'on a vu aussi sur les territoires une pratique, moi, que je constate, c'est-à-dire une recherche. Ces dernières années, on a beaucoup comparé les modes de gestion. Il y a une espèce d'obsession à comparer les modes de gestion et comparer les modèles économiques. C'est-à-dire être à la recherche du mode de gestion ou du modèle économique, du fait de la raréfaction des financements publics, d'être sur une recherche du moins 10 ans. C'est-à-dire quel est plutôt que le mieux 10 ans, c'est-à-dire quel est le mode de gestion qui va coûter le moins cher à la collectivité. En fin de compte, moi, en comparant un service, par exemple, si on prend des crèches, un multi-accueil, il est extrêmement difficile de classer en fonction des régimes. C'est-à-dire une crèche, si elle est en DSP, si elle est en marché public ou si elle est en régime de subvention, il n'y a pas fondamentalement de grandes différences économiques dans la gestion du service. Alors, un autre élément qui est, à mon avis, important, c'est aussi la conception des associations que les collectivités ont et leur vision des associations comme acteurs économiques. Un élément important qui a été quand même entériné par les deux circulaires, Fillon de 2010 et 2015, celle de Valls, c'est la possibilité pour des associations, on en revient d'ailleurs à la dimension économique des acteurs, c'est la possibilité pour des associations, pour des opérateurs de faire des excédents de gestion. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien admis, bien compris. C'est la possibilité qui est intégrée dans la circulaire Valls de faire ce qu'on appelle un excédent ou un bénéfice raisonnable. C'est une notion qui a été quand même pas mal intégrée par l'Union européenne. Et aujourd'hui, il est tout à fait possible d'avoir dans une limite de lucrativité, une lucrativité limitée, des gestionnaires associatifs qui ont de l'excédent pour pouvoir renforcer leurs fonds propres, renforcer leurs réserves et faire face à des aléas économiques si ça advenait sur le territoire dans la gestion, l'exploitation d'un service. Voilà. Après, dans les effets des choix de mode de gestion et de mode de contractualisation, ces choix-là qui sont opérés par la collectivité, ils ont des effets sur les territoires.
C'est-à-dire que quand sur certains territoires, massivement, les collectivités, par exemple, se sont positionnées avec une vision très puissance publique, très contrôle de l'activité et contrôle des finances du service, qui peut être compris et légitime, ça a pu conduire sur certains territoires à assécher le tissu associatif, à déstructurer le tissu associatif. Sur certains territoires, on voit aussi qu'il y a des élus qui testent les modes de gestion, qui passent de subventions à marché public, à DSP, qui sont toujours à la recherche du meilleur mode de gestion, mode de contractualisation. Par contre, un autre élément qui n'a pas forcément été souligné en introduction, c'est qu'il n'y a pas réversibilité sur le mode de gestion. C'est que dès lors que vous passez en commande publique, après, c'est plus possible de revenir en arrière, c'est-à-dire que vous devez obligatoirement après repasser par une phase de mise en concurrence et il n'y a plus de possibilité de revenir à de la subvention de manière classique. Voilà. Et ça, c'est un effet. Oui, merci beaucoup. Enfin, il y a possibilité quand même de qualifier, par exemple, en SIEG. Oui, avec une mise en concurrence quand même. Oui, mais certaines collectivités sont revenues du marché public, enfin de la mise en concurrence, notamment sur la formation professionnelle, en qualifiant ensuite de service d'intérêt économique général. Merci beaucoup Eric pour cette présentation, cette réaction. Tu as rappelé que c'était bien un choix politique, les modes de contractualisation. Je te propose peut-être, Patricia, donc à la fois, enfin, ta casquette vice-présidente du RTES et puis élue d'une communauté de communes en Haute-Marne, d'avoir donc ton regard et peut-être ton retour d'expérience par rapport à un certain nombre d'initiatives développées sur ton territoire. Et pendant ce temps, juste les intervenants ou d'autres personnes, il y a une question qui a été posée par donc une vice-présidente d'une association de personnes handicapées qui à la recherche d'aide pour la réhabilitation du bâti. Donc, je ne sais pas, Eric, si tu veux, sur le chat, peut-être donner quelques pistes sur le financement par rapport à cette action. Excuse-moi. Patricia. Oui, je donnerai aussi peut-être quelques pistes sur ce dernier point, mais dans le chat. Ouais, donc, bonjour à tous. Et merci. Alors, pour rebondir sur ce que disait Anne-Laure et pour témoigner sur ce qui se passe dans notre collectivité, moi, je trouve que ça illustre parfaitement le cadre qu'Anne-Laure a posé et aussi les constats d'Éric. Donc, pour situer un petit peu le paysage, on est une collectivité de 8000, donc je suis adjointe dans une commune, mais là, je vais parler au niveau de l'Interco, où on est 8000 habitants et en milieu très rural dans le sud de la Haute-Marne. Et je vais alimenter mes expériences et quelques témoignages à la fois à l'échelle Interco et à l'échelle du PETR, donc Pays de Langres, là qui fait 48 000 habitants pour 168 communes. Donc zone très rurale de moins de 20 habitants au kilomètre carré. Donc je pense que, Eric, tu disais, en fait, tu réévoquais la question des zones grises et puis Anne-Laure t'a insisté pour déterminer le statut juridique des conventions, enfin de la relation contractuelle, c'est quand même la question de la prise de l'initiative. Et moi, en tout cas, sur les sujets que je vais illustrer dans le constat qu'on fait, c'est que dans la réalité des choses, on est toujours presque dans cette zone grise finalement. Et on est rarement très clairement dans la définition d'une commande de la collectivité, parce que la commande de la collectivité vient souvent d'initiatives locales, associatives, enfin d'une demande sociale, où on est rarement dans la subvention pure. Donc on est presque toujours dans ce dialogue-là et dans cette interface pas forcément très claire, d'où l'inadéquation en fait relative entre les outils juridiques dont on dispose et la relation qu'on veut installer. Enfin, moi, je trouve que c'est ça notre constat principal aujourd'hui, c'est que finalement, les outils qu'on a à notre disposition, alors bon, comme il y a plusieurs outils que vous avez présentés, on arrive toujours à s'adapter, mais quelque part, on bricole quand même, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu ça le sens de mon propos. Et du coup, comme on est dans ce bricolage, moi, je trouve que le dialogue
entre la collectivité et les assos, mais le dialogue aussi, et je pense qu'il y a un rôle d'interface de la collectivité, Ça va bien, Ramatoulaye? type, Ça va. type commune, PCI, enfin en zone rurale, donc qui se caractérise par peu d'ingénierie en fait, donc peu de personnes en capacité d'avoir un dialogue direct avec les assos. Donc c'est soit directement du dialogue élu, soit du dialogue mais de logique de service. On a une habitude avec l'asso qui assure un service de crèche, etc. Mais disons que ce manque d'ingénierie et de chargé de développement, souvent, il renvoie à une difficulté à voir les choses un petit peu globalement et à penser une logique contractuelle de schéma et adapté au projet de territoire. Et il renvoie au coup par coup. Et on est face à cette difficulté-là parce que d'un côté, on a des outils pas très adaptés, puis d'un autre côté, on a souvent des cadres qui permettent pas de bien créer cette logique de dialogue à plus long terme et plus installée. Donc, je vais illustrer ce que je dis là sur 4 petits sujets qui sont la petite enfance, l'alimentation, l'insertion et la mobilité, où on est dans différentes cas de figure. Des choses que moi, je me dis qu'on a plutôt réussi, ou on est plutôt sur la bonne voie, et puis des choses où on n'est pas sur la bonne voie et on est plutôt on est quand même encore en difficulté aujourd'hui. Donc, je vais commencer par ça, d'ailleurs, par le secteur de la petite enfance, où on a vraiment un tissu associatif sur le territoire où on est, qui assure des services allant de la micro-crèche au centre de loisirs, d'accompagnement adolescent, donc toute la gamme, très riche, de qualité. On a une diversité de structures, 4 ou 5, pas énorme. Voilà. Mais en fait, qui ont chacune leur histoire sur des bouts de territoire différents. Et en fait, on se trouve, c'est difficile. Bon, on était en situation de convention d'objectifs et on est passé récemment en DSP. Alors, on est un certain nombre à avoir essayé de dire il aurait fallu passer en SIEG et avoir une vision globale du service. Enfin, moi, la vision que je défends au sein de la communauté de communes, mais sans être complètement entendue jusqu'alors, et on pourra revenir sur pourquoi, c'est qu'à terme, il faudrait aller vers un SIEG de tous les services à l'enfance, voire peut-être encourager à la création de SIC qui amènent de la mutualisation et du partenariat entre les structures qui s'entendent et qui dialoguent. Mais on est toujours dans ce jeu du côté associatif entre une concurrence entre les structures et coopération. Et il y a une vraie responsabilité de la collectivité d'animer ça et d'animer plutôt de la mise en coopération. Or, aujourd'hui, nous, les outils dont on dispose, en tout cas qu'on a choisi de mobiliser, je vous dirai après pourquoi on a choisi de mobiliser des outils qui ne paraissent pas forcément les bons, ils incitent à la mise en concurrence très concrètement des assos. Donc, on prend en permanence de risques pour eux quand on passe les marchés et les discussions, quand on a les dialogues sur les services à l'enfance, micro-crèches, qui sont pourtant des services de qualité, où on a vraiment des projets pédagogiques des structures, c'est qu'on crée de la tension entre les assos, parce que le gâteau à partager est quand même limité, etc. Donc, chaque fois, il faut rediscuter le qui fait quoi, voilà. On n'a pas un service complètement homogénéisé sur le territoire, donc on a encore des systèmes de tarification un peu différents. Et puis, on risque à chaque fois quand même une concurrence de l'extérieur. Et ça se produit en ce moment même, on a une discussion sur une micro-crèche où on est challengé par un cabinet, par une proposition de service parisien, voilà, et où on nous dit mais c'est pas grave, les emplois ils seront repris, c'est pas un argument, enfin. Et on a beaucoup de mal, même en interne, à faire comprendre à un certain nombre de collègues élus l'idée qu'ils se disent oui, mais on met en concurrence donc ça va coûter moins cher. Hein, c'est exactement ce que tu disais, Eric, en faisant comme ça, on occulte complètement la relation usagée, enfin, par un prestataire externe qui peut être un prestataire lui-même associatif, hein, mais d'une grande structure parisienne et qui n'a pas la connaissance fine du territoire. Et ce que moi, je veux mettre en avant devant cette difficulté, on a pourtant mis des moyens, on a réussi à se faire accompagner sur une étude, justement, il y a 3 ans, quand on a voulu redéfendre et avoir une approche un peu globale. On n'a sans doute pas choisi le bon cabinet, on avait un DGS qui a piloté l'étude qui ne comprenait pas bien ce qu'on voulait, qui n'avait pas très envie de suivre, enfin, une majorité qui est vraiment dans une méconnaissance et on ne se projette pas assez sur le sujet. Donc, ce n'est pas vraiment de la mauvaise volonté, mais on fait dans le mainstream et on fait sans prendre de risques juridiques.
et c'est là où je suis critique et où je trouve qu'on est en difficulté, c'est qu'on est très mal accompagné par l'État. Je le dis d'autant plus à l'aise que je suis moi-même fonctionnaire d'État et que je travaille sur des questions de ruralité. Donc, je travaille sur ces questions-là au niveau national. Et donc, je vois bien toutes les difficultés qu'il y a parce qu'il n'y a pas cette culture de privilégier assez la logique territoriale. Je parle des services préfectoraux et de Bercy, en fait, hein, qui quand même dominent sur ces sujets-là. Où du coup, quand on se retourne vers la préfecture, quand on est, par exemple, en tant qu'élu, très concrètement, on essaie de défendre une idée, que les services sont moyennement convaincus, et les services, ils font leur boulot, ils protègent juridiquement les élus, et qu'on leur dit, mais retournez-vous vers la préfecture 1, et bien systématiquement, en tout cas dans un département comme le nôtre qui manque là aussi de moyens, on dit non, 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 vous ne pouvez pas faire ça, vous faites un marché, enfin, on ne se pose pas plus de questions. Donc, il y a un vrai problème de manque de culture générale autour de ces questions-là, d'où l'importance du travail que font RTES, Femmes Rurales, enfin, ce qui se fait aussi par les acteurs nationaux. Bon, alors j'ai commencé par là où on est le plus en difficulté, parce que pour le moment, sur l'enfance, on n'est pas en situation satisfaisante. Maintenant, je vais témoigner d'autres choses, par exemple sur la mobilité. Il se trouve que là, on est typiquement dans la situation où c'est la société civile qui, depuis 10 ans, a pris l'initiative, avant même que ce soit une collectivité, donc une compétence dont s'empare la collectivité, ce qu'elle est en train de faire avec la loi LOM, qui amène à poser la prise de compétences. Mais tout le travail que le secteur associatif a fait assez intelligemment, et pour le coup, là, on a, en tant que collectivité, vraiment écouté le secteur associatif. On leur avait commandité à une étude d'expertise parce que c'est eux on a vraiment respecté leur expertise. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on va prendre la compétence mobilité à l'échelle de notre territoire. Et on travaille vraiment, et là, on est vraiment dans une logique de co-construction avec les acteurs pour aller vers cette politique de mobilité et ce qu'elle sera demain dans le cadre de la nouvelle prise de compétences, où c'est probablement le PETR, enfin c'est les Comcom qui vont prendre la compétence, qui vont la redéléguer au PETR, parce que c'est ce que la loi nécessite. Sur vraiment les lignes de mobilité solidaire, on a mis en place une ligne de mobilité portée par un syndicat mixte de transport à la demande pour desservir les structures d'insertion qui ont des problèmes qui ont un vrai sujet autour de la mobilité. Et donc là, on est bien dans une logique de convention, de subvention, où clairement, la collectivité subventionne la structure et le syndicat et une structure plus d'expertise, mais qui travaillent très en collaboration et qui ont contribué à mettre en place ce qu'on appelle localement un kiosque de la mobilité, c'est-à-dire qui centralise un peu les informations de mobilité. Donc là, je trouve qu'on est effectivement dans une expérience réussie, et c'est cet historique et cette relation un peu fondée entre la collectivité et les relations qui nous ont permis d'ailleurs d'éviter l'arrivée sur le territoire de manière un peu brutale de WeMove que l'État aurait bien vu nous imposer, voilà, parce que c'était un peu la solution magique proposée. Et du coup, on a réussi à faire entendre que non, il y avait de l'existant sur le territoire et que c'est pas ça qu'il fallait privilégier. Autre exemple, c'est où là aussi on est plus exemplaire. On a dans notre Comcom une convention, on a signé une charte d'engagement réciproque et on a une convention d'objectifs pluriannuels avec une structure d'insertion qui fait à la fois du maraîchage bio et à la fois qui fait du service aux espaces verts des communes et qui a une équipe de rénovation de murs en pierre sèche. Et là, on est bien allé chercher Anne-Laure, tu as dit aussi que je trouve que c'est très vrai que face aux transitions, aux problématiques actuelles, il y a des sujets qu'on ne sait pas traiter seul en tant que collectivité. Nous, c'était le cas pour passer au zéro phyto. On ne savait pas faire. Eh bien, il y a eu un partenariat entre cette structure d'insertion puis une autre association qui avait de l'expertise d'accompagnement d'ingénierie auprès des collectivités et où on a proposé un programme d'accompagnement dans le cadre du territoire TEPOS, on l'a financé comme ça, de chaque village qu'il souhaitait pour comment passer au zéro phyto. Et là, on a bien profité de l'ingénierie qui existe sur le territoire dans une relation et dans un soutien à la fois à une structure d'insertion et à une autre structure complémentaire pour apporter de l'ingénierie et pour ce faire, pas pour ce faire, mais en conséquence de quoi, l'aboutissement, entre autres, ça a été de signer une charte d'engagement réciproque qui amène un dialogue plus large avec la structure d'insertion. Voilà, et où on finance aussi, du coup, on consolide la mise en place d'une filière pierre sèche pour rénover des petits murets dans les collectivités, mais aussi privées. Et donc, la collectivité
assure en fait des moindres coûts que le coût de revient à la structure d'insertion et derrière, ça permet du développement d'emplois de pierres sèches, de réhabilitation de murs en pierre sèche, d'emplois de structures privées après le passage dans la structure d'insertion. Donc là, on est sur des modèles plus vertueux, mais c'est dans ces deux cas-là, et puis je cite un troisième cas, c'est sur l'alimentation, c'est bien parce qu'il y a eu des relations antérieures et qu'on a su créer une animation de la coopération plutôt que la mise en concurrence. Sur l'alimentation, enfin, on déploie un projet alimentaire territorial sur le territoire, qui a un volet logistique, un volet production, où on est rentré par la restauration scolaire. Je tais tous ces aspects-là, mais pour citer l'exemple, on a fait un choix, qui est un choix politique fort, pour avancer sur la lutte contre le gaspillage. On a été assez assaillis en tant que collectivité qui avait par des structures soit privées, soit des grandes assos nationales qui avaient repéré qu'on avait un PAT et qui nous démarchaient pour proposer une offre commerciale en fait de nous aider à mettre en place des stratégies de lutte contre le gaspillage. Donc c'était des modèles un peu qui nous semblaient a priori très pratiques, tout prêts à porter. On a exactement la même proposition actuellement sur le sujet de la logistique, sur lequel on est un peu en difficulté. Donc c'est très alléchant. En général, c'est quand même très cher. Là, on a fait le choix assumé de ne pas répondre et qui parfois émanent de structures qui se disent de l'ESS. Donc, c'est tentant de se dire, bah oui, on est quand même vertueux. Et on a fait le choix de faire monter en compétence des structures, des assos du territoire pour consolider leur modèle économique. Aussi, c'était pas complètement leurs compétences premières, elles avaient des petits bouts de compétences, mais on peut pas dire qu'elles avaient une expertise complètement assumée, mais on les accompagne dans le développement de cette expertise. On sort là, dans 15 jours, j'espère, un catalogue des prestations, des capacités de prestation pour accompagner toutes les écoles sur la lutte contre le gaspillage et la lutte contre une meilleure alimentation dans les écoles à partir de prestations dans les structures locales. Et donc on les cofinance pour ça. Donc voilà à travers différents exemples plus ou moins réussis où on est plus ou moins en difficulté, comment sur le territoire, en essayant d'utiliser diversement la palette d'outils, on essaie de co-construire des relations sur le territoire. Les pièges, à mon avis, dans lesquels on peut tomber, c'est en fait transférer un service une demande de service économique sans transférer les moyens, en se disant un peu parce que c'est des associations, ça va nous coûter moins cher. Donc il y a toujours un petit peu cette illusion, cette ambiguïté, il faut qu'on fasse attention parce que souvent si le privé n'y va pas, c'est bien que le modèle économique n'est pas assis, ou si nous, la collectivité veut s'engager d'un service ou le donne en régie, c'est parce qu'elle considère qu'elle pourra mieux maîtriser le budget et donc il faut faire attention à ça. Il y a la question donc j'ai évoqué du dialogue avec l'État où on n'est pas forcément toujours aidé dans les compétences dont on dispose localement. Enfin, on ne peut pas dire qu'on a une tonalité de l'État qu'encourage à cette logique locale. Donc, en même temps, il y a quand même un discours de préserver l'emploi local et tout ça. Et puis, il y a un phénomène nouveau, un risque nouveau que j'ai un peu évoqué auquel on fait face, c'est ces structures que moi j'appelle parfois structures un peu prédatrices, qui se revendiquent de l'ESS, qui sont des nouveaux modèles et qui sont un peu en mode on va apporter la bonne parole au territoire, mais moyennant des prestations qui sont souvent facturées très cher et qui sont quand même des prestations extérieures, pas. Donc, je trouve qu'il faut et que quand on est élu ou même collectivité avec peu d'ingénierie, on ne sait pas bien se dépatouiller et tirer le bon grain de lui parce qu'il ne faut pas non plus vivre qu'en cercle fermé. Donc, on a besoin de cette compétence et de cette expertise extérieure. Mais c'est difficile parfois en tant que collectivité de savoir tirer le bon grain de livret. Alors, nous, on s'en débrouille parce que justement, c'est là où c'est très intéressant de faire appel aux réseaux nationaux, comme le RTS, comme le Famille Rurale, comme toutes ces structures nationales qui connaissent un peu ces acteurs-là et qui peuvent être dit, mais c'est vraiment important. Voilà. Et en termes plus positifs, moi, je trouve que faut prendre conscience qu'il faut du temps pour installer des relations de confiance et pas être juste dans la relation du dialogue de gestion. On se voit une fois par an et on fait le bilan de la convention. Moi, je suis très, très partante de l'installation de conseils de la vie associative à l'échelle des territoires pour créer une ambiance et un dialogue commun. On n'a pas réussi à le faire, on ne s'est pas encore mis en place sur notre territoire. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est aussi assez important d'essayer d'être proactif. Alors là, je parle pour les assos. Il y en a un certain nombre
parmi vous qui nous écoutez, on a eu, nous, l'expérience sur notre territoire où les assos se sont rassemblés bien avant qu'on parle des chartes d'engagement réciproque et ont mis les pouvoirs publics un peu au pied du mur en disant: «On sait que vos moyens vont se réduire». C'était une des premières diapos d'Anne-Laure. Donc, ouais, OK, mais on veut en dialoguer, on veut en discuter collectivement. On veut pas que vous renforciez votre mise en concurrence et qu'avait signé une charte, à l'échelle du département, avant la charte d'engagement réciproque et qui, du coup, je trouve que ces attitudes proactives sont intéressantes. Et puis, un tout petit mot, mais ça fera l'objet d'un webinaire la semaine prochaine, quand même, la démarche des CRTE, des contrats de relance et de transition écologique de l'État, dont je sais bien que sur les territoires, ils sont souvent perçus comme c'est l'affaire de. On fait son marché sur les projets d'investissement à financer, voilà, c'est parfois vendu comme ça localement, mais c'est pas ça l'historique de la démarche. Et normalement, il y a toute une place et ça doit encourager le dialogue territorial entre les assos et les collectivités pour l'accompagnement du projet de territoire. Donc, saisissez ça en vous en, mais j'en dis pas plus, on fera un webinaire sur le sujet la semaine prochaine là-dessus. Voilà, un petit peu des illustrations et des constats qu'on peut en tirer. Merci beaucoup Patricia pour cette présentation et ces exemples très, très concrets qui illustrent je pense, d'une part, la volonté de s'appuyer sur les ressources locales et de contribuer à qualifier les ressources locales et puis aussi un certain nombre de difficultés. C'est pas aussi simple. En tout cas, le besoin aussi de pouvoir avoir des appuis, aussi bien côté acteurs que côté État et réseaux nationaux. Tu as fait référence à la conférence la semaine prochaine, vendredi prochain, sur les contrats de relance et de transition écologique. Dans le chat, je vous ai indiqué le lien de la présentation de la conférence, alors qui, comme la plupart des actions du RTES, s'adresse en priorité aux collectivités locales, mais bien sûr, l'idée, c'est aussi que les acteurs de l'ESS puissent s'emparer de cette opportunité des contrats de relance et de transition écologique qui doivent être signés en juin, normalement, si le calendrier est toujours… En juin, c'est celui-là, c'est toujours ce calendrier-là qui vaut. Ok, merci beaucoup. Si vous avez des questions par rapport à la présentation de Patricia, alors je vois qu'il y a quelques questions. Nous avons vu l'ADEME, soutien région Europe, Conseil général, accompagne, communauté de communes. Écoutez, je vous propose dans le chat de pouvoir répondre aux questions qui sont posées sur le soutien à des projets un peu spécifiques. Je vous propose, parce que l'heure avance, de passer la parole à Quentin Dupetit, alors où on va avoir une autre vision, une autre expérience donc portée par des collectifs d'agriculteurs qui ont expérimenté aussi d'autres formes de relations avec les collectivités locales du territoire. Et donc, je te propose, Quentin, de présenter à la fois peut-être la démarche de la GRAPEA, enfin du collectif GRAPEA, et puis plus largement les réflexions portées autour des contrats de transition territoriale, c'est ça, qui est développé par la FNQMA. Voilà, enfin j'imagine que tout le monde connaît la FNQMA, mais ça peut valoir le coup de… Je vais faire un rapide rappel. Comme ça. Parfait, on voit bien ton écran, c'est parfait. Parfait. Donc, merci déjà pour cette invitation. Un rapide rappel de ce que c'est qu'une CUMA. Donc, une CUMA, c'est une coopérative d'utilisation du matériel agricole, donc un statut coopératif qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale pour répondre à un besoin formulé par les agriculteurs de pouvoir mutualiser du matériel, de pouvoir acheter en commun du matériel et l'utiliser ensemble. Donc aujourd'hui, le réseau des CUMA, c'est 11 740 CUMA sur le territoire français, plus de 200 000 agriculteurs, donc plus de 200 000 adhérents coopératifs
associés coopérateurs sur le territoire, soit près d'un agriculteur sur 2 aujourd'hui en CUMA, une taille moyenne de 23 adhérents par CUMA. Et enfin, le réseau, c'est également 75 fédérations de proximité et 350 animateurs conseillers qui appuient et accompagnent les CUMA dans leur développement. Donc, les CUMA, c'est bien entendu la mutualisation du matériel agricole, mais pas que. De plus en plus de CUMA se diversifient leur activité avec la production d'énergie verte, la création d'un emploi partagé, que ce soit un conducteur, mécanicien, le fait de s'inscrire dans des projets alimentaires de territoire en investissant en commun dans un outil de transformation, dans un camion frigorifique, un bâtiment de stockage. Et les CUMA sont bien entendu des lieux d'échange entre agriculteurs, échange pour discuter du matériel agricole, qui amènent parfois à aller davantage vers cet échange de pratiques et à devenir de réels groupes de développement agricole, donc ce qu'on appelle des collectifs d'agriculteurs. Cette historique d'accompagnement du réseau des CUMA nous a amené à nous forger 2 convictions. La première, c'est que ces collectifs d'agriculteurs sont des leviers de la transition agroécologique parce qu'ils échangent sur leurs pratiques et que la transition agroécologique, c'est justement des solutions qu'on doit trouver en testant, en expérimentant. On n'est pas sur une solution unique, sur une standardisation. Donc on a vraiment un besoin d'échange de pratiques et ces collectifs d'agriculteurs permettent ces échanges. Et pour être acceptés et soutenus, les changements de pratiques doivent être partagés avec les autres acteurs du territoire. Donc, c'est de ces 2 convictions qu'on s'est, à partir de ces 2 convictions, on s'est mis à travailler et à s'inscrire dans des projets, des programmes visant à développer une agroécologie à l'échelle du territoire. Donc là, je prends l'exemple du précédent projet MCDR qui allait de 2015 à 2018, qui s'appelait Colagro, qui était centré sur l'autonomie des collectifs d'agriculteurs engagés dans la transition. Et projet MCDR, pourquoi j'en parle? Parce que à la fin de ce programme MCDR, les différents partenaires, donc TRAM, CIVAM, CUMA et FADEAR, ont eu l'opportunité d'aller en Hollande et de visiter ce qu'on appelle des COP de nature, qui sont des associations, des collectifs multi-acteurs, à la fois avec des agriculteurs, des ornithologues, des associations de consommateurs, des collectivités locales qui gèrent directement les aides de la PAC destinées à la transition des agriculteurs. Donc là, on est sur un modèle de délégation de responsabilité entre la province, qui est l'équivalent de la région française, et ce collectif multi-acteurs qui va concevoir, gérer et évaluer ces mesures de la PAC. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut reproduire ce modèle hollandais en France? Donc la question qu'on s'est posée avec le programme ECLA, donc le programme MCDR qui est directement issu de Colagro, c'est dans quelle mesure et selon quelle modalité un collectif multi-acteurs peut concevoir et gérer une politique de transition à l'échelle du territoire. Donc, étudier vraiment la reproductibilité d'une gestion COP de nature en France. Donc, pour ça, on s'appuie dans le programme ECLA sur 2 types d'actions. La première, c'est d'accompagner des collectifs d'agriculteurs porteurs de transition agroécologique. Donc là, on peut voir les 5 sites pilotes qui sont ces collectifs d'agriculteurs. On a à la fois des groupements de développement agricole, des CIVAM et des CUMA. Et enfin, la deuxième action, c'est analyser les freins et les leviers à la fois sur l'aspect dialogue territorial, mais aussi sur l'aspect contractualisation. Aujourd'hui, après 2 ans de programme ECLA, on se rend compte qu'il y a une étape qui est vraiment importante et sur laquelle on va dire, bute la plupart de nos sites pilotes, c'est l'étape de dialogue territorial. Et finalement, le seul site pilote, le seul collectif d'agriculteurs qui a vraiment avancé, qui est aujourd'hui sur une phase de travail sur la contractualisation, c'est le GRAPEA-CIVAM. Donc, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur cette expérimentation. Le projet du GRAPEA-CIVAM dans ECLA, initialement, c'est de viser l'autonomie alimentaire territoriale à l'échelle de la Vendée en s'appuyant sur la complémentarité animale-végétale. Donc, les moyens pour atteindre cet objectif posés à la fois sur le fait de faciliter les échanges entre les exploitations, notamment entre les exploitations d'élevage et celles plutôt à vocation céréalière, les échanges de fourrage, de paille, etc., de différents intrants, et de valoriser les productions à base intrants, notamment en s'appuyant sur l'aval de la filière et sur un dialogue avec les consommateurs pour voir si on pouvait valoriser
ces exploitations et rémunérer ces exploitations qui font l'effort d'être à bas intrants. Donc au départ d'Éclat, le GRAPEA-CIVAM avait identifié plusieurs outils de politique publique et envisagé différents outils, à la fois le GI2E, donc le groupement d'intérêt économique et environnemental, pour pouvoir soutenir cette plateforme de vente et d'achat de fourrage, de grains, de paille, de fumier, et l'aspect plus contractuel, donc envisager une contractualisation collective autour d'engagements vers l'autonomie pour les exploitations qui feraient cet effort de réduire leurs intrants. Donc finalement, le GRAPEA a décidé de saisir une opportunité. C'est l'appel à manifestation d'intérêt de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour la construction d'un dispositif de PSE, de paiement pour services environnementaux, qui visait à favoriser la production des productions qui répondent aux enjeux identifiés conjointement comme prioritaires par les acteurs locaux. C'est écrit comme ça dans l'appel à manifestation d'intérêt de l'Agence de l'eau. Donc le GRAPEA s'est dit que ça pouvait être une bonne manière de soutenir et de continuer à travailler sur ce projet associatif dans le cadre d'un appel à projet Agence de l'eau. Le GRAPEA a finalement pris son téléphone et appelé les différents acteurs du territoire pour leur demander est-ce que ça vous intéresserait de répondre à cet appel à manifestation d'intérêt et donc de travailler collectivement sur les critères et sur les critères du futur PSE. Donc, les différents acteurs ont répondu favorablement à ce partage d'ambition et à cet appel à répondre à l'appel à manifestation d'intérêt. Et du coup, une convention a été signée entre l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la communauté de communes de Pouzauges, qui est là en pilotage du processus. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est à un stade où, entre septembre 2020 et mars 2021, les différents partenaires techniques, qui sont le GRAPEA, le CPIE, donc le Centre permanent d'initiative pour l'environnement, la Chambre d'agriculture, l'établissement public territorial de bassin Vendée Eau et la communauté de communes de Pouzauges vont travailler sur les critères du futur PSE. Ils vont ensuite soumettre à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui décidera ou non de réaliser un paiement effectif des agriculteurs selon la solidité du dossier qui leur aura été rendu. Donc, voilà pour l'expérience du GRAPEA. Ce qui est intéressant, c'est que le GRAPEA s'est tourné vers la communauté de communes pour le pilotage, notamment pour des histoires de légitimité, pour permettre d'avoir tous les acteurs autour de la table, considérant que la communauté de communes pouvait être un acteur qui permettait de fédérer les différents acteurs du territoire, notamment avec la Chambre d'agriculture. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase de travail où les différents acteurs travaillent sur ces critères et la communauté de communes est en pilotage de ce processus et reçoit un financement de l'Agence de l'eau pour piloter le processus durant ces 6 à 8 mois d'élaboration des critères. Peut-être pour dire 2-3 mots sur les enseignements d'Éclat, du programme Éclat à ce stade. On se rend compte, au regard de ce qui se passe dans les sites pilotes et sur les territoires expérimentaux, que le rôle primordial du dialogue territorial pour aller jusqu'à des dispositifs de contractualisation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. C'est avant même de parler de contractualisation, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait une relation de confiance, comme tu disais, Patricia, il faut prendre le temps d'installer cette relation de confiance pour pouvoir envisager un plan d'action partagé, un projet en commun, un projet de territoire, et avoir une contractualisation. Donc, le dialogue territorial, il est complexe, il prend du temps. Par contre, ce qu'on a identifié, ce que nos sites pilotes identifient, c'est que les communautés de communes, sur ce volet agricole, peuvent avoir un rôle beaucoup plus fort, pourront avoir un rôle beaucoup plus fort demain dans l'animation de ce dialogue territorial et dans l'émergence de ces projets de territoire. Là, je reprends des verbatims d'agriculteurs impliqués dans le projet Éclat, qui nous disaient « Les communautés de communes connaissent bien les enjeux du territoire, elles peuvent avoir un rôle fédérateur, comme ce que je disais tout à l'heure, entre les acteurs du territoire. » Donc, on pressent que certaines communautés de communes
pourraient aller plus loin dans leur implication et leur prise de responsabilité sur le volet agricole. Et que pour nous, il nous semble que c'est des acteurs qui pourraient asseoir leur légitimité, qui pourraient avoir une légitimité pour parler agriculture, alimentation et projets de territoire, de transition agroécologique. Voilà pour quelques enseignements. Donc, les pistes de travail qu'on identifie au regard de ces enseignements, c'est qu'on aimerait bien avancer sur la définition de cadres de discussion qui permettrait aux collectivités d'initier un dialogue territorial sur ces enjeux de territoire liés aux pratiques agricoles et d'avancer aussi sur la gouvernance et le fait de préciser le rôle de chacun dans cette phase d'émergence et la manière dont la collectivité locale assure le pilotage du processus en donnant à chacun une parole, une voix et une place bien précise dans cette phase d'émergence. Et notamment en donnant aux agriculteurs une parole et une place bien précise. Ce qu'on constate, c'est que là, on accompagne des collectifs d'agriculteurs qui ont une ambition pour le territoire, des projets qui sont porteurs de projets pour le territoire et qui ne retrouvent pas de cadre, qui n'arrivent pas à trouver de cadre pour réceptionner cette ambition. Donc les livrables qu'on identifie, mais ça c'est encore en phase de discussion en interne au sein du programme ECLA, mais on pourrait imaginer un guide à destination des collectifs d'agriculteurs pour appuyer ce volet dialogue territorial et notamment pour aider dans la relation avec la collectivité locale. Imaginer un guide à destination des collectivités permettant de donner des clés sur le dialogue territorial et qui permettrait ainsi de déboucher sur un plan d'action sur la transition agroécologique, ou encore construire une expérimentation pour mettre en œuvre ce qu'on appelle le contrat de transition agroécologique de territoire avec des collectivités locales. Et là, je vais terminer par ce point-là, avec une dernière diapo. C'est un exercice qu'on a tenté de faire dans le cadre du programme ECLA, d'abord en s'appuyant sur les expérimentations des sites pilotes, et ensuite en travaillant avec eux lors de différents séminaires, de pouvoir élaborer quelle serait la politique publique idéale imaginée, et notamment au regard de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment reproduire le modèle COP de nature en France. Donc finalement, on est sur quelque chose de très théorique là, mais il me semblait important de vous le partager quand même pour montrer vers quoi on se dirige et qu'est-ce qu'une expérimentation pourrait tester. Donc on est sur un contrat de transition qui repose sur deux piliers, à la fois le volet co-construction du projet de transition avec les acteurs du territoire, avec une idée de pilotage collectif du processus, dans lequel la collectivité aurait plus un rôle de facilitateur que de porteur de projet. Et enfin, une notion de mise à disposition des différents moyens financiers et humains des politiques publiques agricoles et rurales au service du projet de territoire qui aura été co-construit par les acteurs du territoire. Donc là, c'est pareil, j'insiste sur cette notion de mise à disposition parce que tous nos sites pilotes font le constat d'une mise en cohérence qui pourrait aller beaucoup plus loin sur les actions et les moyens financiers alloués à la transition agroécologique. Sur la transition, on a à la fois des aides européennes, les aides de la PAC dédiées à la transition, qui sont les aides du second pilier. On a des paiements pour services environnementaux gérés par les agences de l'eau. On a des aides des parcs naturels régionaux, parfois des aides des communautés de communes. Donc, les énergies sont éparpillées à droite, à gauche. Et on se dit que si jamais le territoire arrive à se mettre d'accord sur un plan d'action partagé, pourquoi pas envisager une mise à disposition de tous ces moyens humains et financiers au service de ce projet de territoire. Ça, c'est notre projet, notre contrat de transition agroécologique idéal. On aimerait bien travailler davantage en lien avec des communautés de communes qui seraient intéressées par cette démarche. Ok, merci beaucoup Quentin pour cette présentation sur un sujet que je trouve vraiment intéressant parce qu'il est relativement peu connu.
enfin en tout cas des non agricoles. Et en même temps, enfin, on voit bien, enfin, ce qui me semble intéressant, c'est cette idée de travail collectif entre différents types d'acteurs sur les critères qui peuvent donner lieu à contractualisation. Alors forcément, c'est pas forcément les démarches qui sont reproductibles dans d'autres secteurs, mais en tout cas, cette importance d'une démarche territoriale qui associe différents acteurs avec la légitimité de la collectivité locale pour animer ce dialogue. Voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment une initiative qui est très intéressante. Est-ce que toutes les agences de l'eau ont lancé des appels à projets sur cette recherche de PSE? Ok. En fait, c'est un fonds de 200 millions d'euros annoncé par Emmanuel Macron en 2017 et qui vise à expérimenter les PSE donc dans les 5 agences de l'eau. D'accord. Ok, mais on voit aussi les difficultés puisque que tu indiquais, parce que par rapport aux différents sites pilotes, il y en a un qui a pu véritablement avancer sur cet objectif de contractualisation. Écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'il est déjà presque l'heure de se quitter. Est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages de territoires complémentaires qui souhaiteraient intervenir, prendre la parole? Donc, vous pouvez tout à fait prendre la parole en allumant votre micro et votre caméra. Et sinon, je proposerai une dernière prise de parole rapide des intervenants. Je pense qu'on a identifié un certain nombre de points importants pour permettre cette co-construction. Voilà, peut-être d'avoir un dernier mot de votre part sur les points, vraiment le point principal, le point d'appui principal pour cette co-construction. Est-ce qu'il y a des interventions souhaitées? J'ai vu qu'il y avait quelques représentants de départements. On n'a peut-être pas beaucoup parlé du rôle possible de départements en termes d'appui au territoire, dans le cadre de leur notamment mission de solidarité territoriale. Je ne sais pas, je ne sais pas, Eric ou Patricia, est-ce que vous avez un regard sur le rôle possible que peuvent jouer les départements en matière de soutien à ces dynamiques territoriales? Patricia, ouais, alors, enfin, moi, je pense que le rôle, il est tout à fait possible, mais c'est quand même souvent très lié à une question de volonté politique. Donc, c'est un peu quand même aléatoire selon les volontés des exécutifs régionaux, mais sinon, c'est quand même une bonne échelle parce qu'on a une échelle où il y a une bonne connaissance du territoire et puis surtout, on est sur les domaines de la compétence sociale qui est quand même souvent levier par rapport aux activités qu'ont les uns et les autres, quels que soient d'ailleurs les sujets. Enfin, moi, je reprends les questions de mobilité, tous les sujets que j'ai évoqués. À chaque fois, on a des zones de partage de compétences avec les départements. Évidemment, sur l'insertion, sur la plateforme de mobilité solidaire, ils ont joué un rôle, ils cofinancent, voilà. Donc, il y a souvent un appui, et ils y ont un intérêt parce que souvent, c'est quand même des mesures ou des dispositifs qui viennent soulager leur intervention et leur politique du social. Donc, c'est quand même des acteurs, à mon avis, je trouve très intéressants. Enfin, et en tout cas, en tant que collectivité, je pense qu'au niveau EPCI, je pense que c'est bien d'essayer d'aller chercher le département sur ces démarches-là. Et de toute façon, moi, comme je l'ai dit au début, c'est peut-être ce que j'aurais dit à la fin, c'est que l'échelle EPCI sur les territoires, c'est comme l'échelle du projet de territoire, parce que c'est un peu l'échelle administrative du bassin de vie. Et pour moi, il y a un vrai rôle de la collectivité d'interface et d'assemblier. Enfin, il y a un rôle un peu catalyseur pour l'organisation de ce dialogue, voilà, qui après se décline dans les contrats. Mais parce que le mot-clé, je trouve, dans tout ça, c'est quand même le dialogue et l'installer sur le long terme. Et c'est important d'associer les départements. Merci Patricia. Eric, un mot-clé pour toi?
Quentin a parlé tout à l'heure de pilotage collectif. Moi, je retiens ça parce qu'il y a quand même un enjeu, avant d'être dans les outils, la contractualisation, il y a quand même un enjeu d'animation du territoire, d'animation des démarches, de pilotage des démarches, parce que pour moi, ce qui prévaut, c'est les processus coopératifs, comment on met en place les dynamiques multi-acteurs sur les territoires. Et moi, là-dessus, c'est vrai que, bon, Patricia disait pilotage collectivité. Je pense que sur certains territoires ruraux, il faut qu'il y ait vraiment une coopération publique-privée, une co-animation et un copilotage. Voilà. Moi, je pense qu'il y a de la place pour, on peut appeler ce qu'on voit beaucoup dans les dynamiques tiers-lieux du leadership partagé, c'est-à-dire collectivité et association ou ESS au sens un peu plus large sont des co-animateurs du territoire. Et après, je voudrais réaffirmer la primauté, il faut vraiment redonner la primauté aux politiques sur tout ce qui est technique, juridique et financier. C'est des choix politiques, des choix stratégiques pour le territoire, et ça relève des politiques, quoi. Je veux bien redire, pour pas qu'il y ait de méprise, je partage absolument, Eric. Pour moi, il ne faut pas qu'il y ait une… Ce n'est pas un pilotage descendant. Et si j'ai employé le mot pilotage, c'est vraiment à minima copilotage. Par contre, je pense que les collectivités, il faut qu'elles prennent conscience qu'elles peuvent avoir un rôle catalyseur. Quand ces dynamiques-là collectivement passent, c'est le boulot, parce que c'est la collectivité, elle est là pour ça, elle est pour créer de l'intérêt général sur le territoire. Mais juste en catalyseur à s'oublier, pas du tout on dit ce qu'il faut faire, quoi. Juste pour provoquer les choses, si elles ne se font pas naturellement. Merci beaucoup. Merci. Quentin, est-ce que tu as un mot? Oui, non, mais juste, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On parle de catalyseur. Tout à l'heure, je disais facilitateur, mais effectivement, pour moi, on sent bien que le PCI peut avoir un rôle de libérer les énergies qui sont déjà sur le territoire et de mettre en synergie ces différentes ambitions. Donc, il y a vraiment un rôle voilà, de facilitateur, catalyseur des énergies qui sont présentes sur le territoire. Merci beaucoup aux intervenants, merci aux participants. Donc, le webinaire est enregistré, vous aurez le lien de visio. N'hésitez pas à poser des questions par ailleurs. Et puis, on va donner quelques compléments d'information par rapport au projet de bâtiment. Merci à vous. Prochain rendez-vous du RTES demain midi sur l'alimentation, l'agriculture urbaine. Et puis, donc, la semaine prochaine sur les contrats de relance et transition écologique. Et puis, vous pouvez retrouver tous les webinaires dans le cadre du projet Tresson sur le site de l'Avise. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.